Ça marche, vous m'entendez? Ok, go! C'est parti. Alors, qui suis-je? Stéphane Rios. Ça fait un moment que je fais du web, ça fait un moment que je code. J'ai codé sur des vieilles machines quand j'avais 10 ans. Je fais ma première page HTML en 94 et je suis rentré dans une web agency qui s'appelait pas encore des web agencies à l'époque, en 96. Et puis j'ai participé à l'aventure Rue du Commerce en 2000. Donc j'ai fait des trucs pas possibles pendant 10 ans en tant que CTO chez Rue du Commerce. Et puis, parce que j'aime la perf, j'ai créé Fastorize en 2011 avec quelqu'un que vous connaissez peut-être sur Paris qui s'appelle Vincent Voyer, qui est un mec qui est sous le nom de Zero Load à l'époque, qui m'a aidé à lancer Fastorize. Donc il y a des gens de Fastorize ici, hein, il y a Shakib, il y a Anthony, il y a Émilie bien sûr qui a organisé le meet-up avec Jean-Pierre. Alors, qui on est? Donc nous, on est créé en 2011. On fait du FIO, du Front-End Optimization en SaaS. Donc l'équivalent, imaginez un CDN nouvelle génération une sorte de proxy dans le cloud qui va optimiser les pages HTML en temps réel, qui va appliquer toutes les bonnes pratiques qu'a décrites, dont a parlé Jean-Pierre tout à l'heure en temps réel sur les sites. On fait un peu aussi d'audit web perf, mais pas trop. C'est surtout pour dire brancher Fastorize. Problème technique. On a un paquet de clients. On a un paquet de clients, des gros, des petits, des moyens, dans tous les domaines. Je vous invite à tester notre solution. Il faut juste que je remonte ce truc-là. Émilie, c'est bon, tu m'entends? Alors, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Alors moi, je sais pourquoi on fait ça, hein, parce que moi, je déteste attendre. Et je déteste attendre. Et les utilisateurs aussi détestent attendre. Et donc, bien évidemment, ça a un impact sur le business. Ça a un impact sur le business et on est capable de le mesurer avec des tests AB. Donc on est capable de dire, oui, quand on optimise un site, le taux de transformation est plus élevé que quand on ne l'optimise pas. Donc effectivement, je comprends que ça devienne un sujet majeur et qu'on puisse indexer des bonus en fonction des perfs parce que ça rapporte de l'argent tout simplement. Alors aujourd'hui, notre sujet, c'est pas la perf en général, je pourrais vous en parler pendant 2 heures. Je vais vous parler moi de HTTP2, ça me saoule. Voilà. Excusez-moi, je fais mon cinoche un peu. Alors, c'est quoi HTTP2? HTTP2, c'est le successeur de HTTP 1.1. Allez, bim, c'est fini, merci, au revoir. Non, ça, c'est plus sérieusement, c'est la suite de HTTP 1.1 bien sûr, qui date vous avez une idée à peu près, c'est 1999, hein, donc c'était temps quand même qu'on se penche un peu sur la suite. Alors, c'est la même sémantique, c'est-à-dire que vous allez retrouver les mêmes verbes HTTP, get, put, post, delete, etc. Les mêmes headers que vous allez retrouver aussi, les mêmes réponses, mais on encapsule ça dans un nouveau format. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, je ne joue qu'avec curl sur ma machine. Et donc, voilà. Donc, si vous voyez un curl sur une machine en HTTP2, c'est une négociation de protocole, c'est une négociation TLS, et puis après, c'est une négociation classique. Voilà, on retrouve des get, HTTP 1.1, ouais, ok, et des hosts et des accès, ok. Non, mais j'ai bien une réponse en HTTP 2.0 200. Voilà. Ensuite, donc même sémantique. Hein, globalement, on va retrouver la même chose. On peut faire du curl, on va retrouver tous nos headers. C'est un protocole binaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire protocole binaire? Globalement, on ne change pas les couches de transport qui sont au-dessous. On va juste essayer d'encapsuler tous ces nouveaux verbes, enfin ces verbes HTTP dans un nouveau format. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire un telnet sur le port 443
où vous vous connectez sur le port 443 et puis faire un get slash etc. parce que vous aurez du protocole binaire. L'avantage donc ça rend les choses moins lisibles entre guillemets, mais bon, il y a plein d'outils qui permettent de décoder. L'avantage d'un protocole binaire, c'est que ça se parse beaucoup plus vite qu'un protocole texte. D'accord. Donc ça s'appuie sur les mêmes couches TCP. Mais là, il n'y a qu'une seule connexion. Il n'y a qu'une seule connexion TCP. Et puis, il y a plusieurs requêtes en parallèle sous forme de stream. Donc, avec chaque stream, c'est des headers, enfin des frame headers et des frame data. Alors, autre particularité, on fait de la compression de header HTTP. Donc ça, on verra pourquoi ça peut être important. On est capable de prioriser ces streams à l'intérieur de la connexion TCP. Donc dire par exemple, ben, j'ai les CSS, enfin, l'HTML est très prioritaire, le CSS l'est un peu moins, le JS l'est un peu moins, et les images le sont encore moins. Donc ça donne des indications au serveur pour servir les bons objets, pardon. On fait du serveur push, donc c'est la feature qu'on nous a vendue quand le HTTP2 est sorti, et vous verrez que c'est du flan, ça marche pas. Voilà. Non, enfin, globalement, hein, si je dois moi résumer ma position sur HTTP2, ça a été très survendu. On a présenté ça comme une silver bullet pour la performance en disant bah voilà, vous allez brancher et puis vous allez avoir 20-30% de gains sur les temps de chargement. Et puis en fait, au final, c'est pas si facile que ça. Alors, l'illustration de HTTP2, moi je l'aime bien là-dessus. C'est-à-dire que, j'essaie de pas déconner cette fois-ci, je l'aime bien là-dessus puisqu'on parle de waterfall en HTTP 1.1, parce que vous avez vos connexions parallèles, vos 6 connexions parallèles sur par domaine. Et puis en HTTP2, on voit cette seule connexion TCP avec une multitude de requêtes dans la même connexion TCP. Donc on est passé de 6 à quasiment 100 le protocole par défaut. Enfin la RFC donne comme valeur 100 requêtes en parallèle. Donc on n'a plus un waterfall, on a un wall. Voilà. Donc a priori, on se dit bon c'est plus rapide. Bon ça c'est a priori. On nous a vendu alors moi j'aime bien ça parce qu'on nous l'a vendu comme ça. En fait, j'ai du Wi-Fi ou pas? Bof, si, ouais. Ouais, mais avec du cache, forcément. Ouais, bon, ok. Donc normalement, sans cache, on nous vend que ça met super longtemps à arriver. Et puis en HTTP2, ça arrive tout de suite. Sauf que ce cas-là, il n'existe pas dans la nature. Voilà. Donc c'est une démo qui a été faite pour vendre le HTTP2, mais ça n'existe pas dans la nature. Alors, l'impact sur les règles actuelles, parce que c'est quand même un peu ça que vous êtes venu voir. De quoi on parle d'ailleurs de règles actuelles? Vous connaissez, vous, à peu près toutes les règles WebPerf, hein, j'imagine, si vous venez au Meetup, vous êtes un peu intéressé au sujet, donc il y en a plein. Hein. C'est celles qui sont sorties en 2006, 2007, 2006, par Steve Souders. Donc il a fait un bouquin, et puis voilà, fallait suivre les tables de la loi. Et puis après, il y a d'autres bouquins qui sont sortis. Donc il fallait encore revoir un peu les étapes de la loi, le Nouveau Testament, moi je l'appelle. Et puis voilà, ça fait un paquet de règles à suivre. Alors pourquoi il y a toutes ces règles? Alors, première chose, parce qu'on vit dans un monde, on ne vit pas dans des data centers, tout simplement. Donc il y a de la latence. On a de la DSL ça a beau s'être amélioré, ça reste du 50 ou 60 millisecondes quand on est à Paris. Moi, je vous dis à la campagne, je suis plutôt à 100, 120 millisecondes. Donc on voit la différence. Pourquoi? Parce que on se repose sur les connexions TCP. Et le TCP, c'est un protocole quand même qui commence à dater, donc qui
qui est pas adapté aux infrastructures d'aujourd'hui, notamment parce que on a un phénomène qui s'appelle le slow start, qui va petit à petit envoyer de plus en plus de données, alors qu'on sait a priori que les tuyaux ils peuvent en recevoir plus. Donc c'est ce qui explique que c'est pas parce que vous avez énormément plus de bandes passantes que votre site sera plus rapide. Il y a les limites des navigateurs aussi qui rentrent en jeu. C'est-à-dire que quand on a fait par exemple du sharding, quand on a dit ben, faisons du sharding, c'est juste parce que les navigateurs ben, ils ne pouvaient pas se connecter à faire plus de 6 connexions. Alors au début c'était plus de 2 connexions par domaine. Donc on s'est dit ah, ben, on va multiplier le nombre de domaines, puis comme ça on pourra faire des connexions en parallèle. Les limites aussi de HTTP 1.1. Donc il y a des limites sur la façon de se connecter. Et puis en plus, je ne sais pas si vous avez déjà plongé le nez dans les RFC de HTTP 1.1. C'est juste, c'est dramatique, quoi. Enfin, c'est sujet à plein d'interprétations différentes. Et c'est ce qu'on a vécu dans les implémentations des navigateurs et des serveurs. Et puis tout ça, ça a été édicté entre guillemets en 2006 et le premier iPhone c'était 2007. Donc c'était un monde qui était des règles taillées pour un monde mobile, un monde immobile, pardon. Et aujourd'hui on est dans un monde mobile. Alors, en fait, si on se focalise juste sur HTTP2, on voit bien que ben, on remplace ce problème-là, hein. C'est-à-dire qu'on a toujours de la latence. HTTP2, ça élimine pas la latence entre vous et le serveur. Vous êtes toujours sur un navigateur mobile qui a de la 3G pourrie quand vous êtes chez Free. Vous avez toujours des navigateurs qui implémentent des règles différentes en fonction de ce que veulent bien faire les développeurs. Donc, voilà. Donc on est toujours sur du protocole TCP. Donc on a toujours ces limites-là. Et HTTP2 vient juste remplacer ça. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, ben, on se doute un peu que ça ne va pas forcément tout soulager. Alors, ce qu'il faut changer, d'après la définition entre guillemets du protocole HTTP2, a priori, hein, on se dit qu'il faut changer la concaténation. Parce qu'on a fait de la concaténation au départ parce que on avait que plein de connexions. Donc on voulait minimiser le nombre de connexions. Et en fait là on n'a pas besoin puisqu'on n'a qu'une seule connexion et elles sont toutes en parallèle. Donc a priori on n'a plus besoin de faire de la concaténation. Sharding pareil, plus besoin de faire du sharding parce qu'a priori bah là on a 100 requêtes en parallèle. Donc on n'est pas limité par nos 6 requêtes en parallèle. On n'a pas besoin de faire des statique 1, statique 2, statique 3 et j'en ai vu des statique 8. Donc cookieless domain. Cookieless domain, donc c'est la technique qui consiste à ne pas mettre vos statiques sur le même domaine que votre domaine principal pour pas envoyer de cookies à chaque fois. A priori, on n'a plus besoin de ce cookieless domain. On peut mettre les statiques sur le domaine principal puisqu'on a la compression de header. Et puis, il y a des choses sur lesquelles on avait commencé à travailler qui sont un peu sioux, mais qui sont efficaces, qui sont l'inlining du critical CSS, c'est-à-dire que j'essaye d'extraire le CSS critique dans ma page, de l'inliner, et puis de charger le reste du CSS en asynchrone. Et puis quand je reviens, ben, j'essaye de charger ce que j'ai préchargé en cache directement. Alors, a priori, ça on n'en a plus besoin puisque y a du serveur push. Alors, concaténation. Les avantages. Alors, les avantages de la concaténation, ben, en fait, moi, je les cherche encore. Je sais pas, je sais pas vous, mais je vois pas aujourd'hui d'avantages à la concaténation. Je n'y vois que des inconvénients. Donc, je suis super content qu'on me dise, ah bah, arrêtez de faire de la concaténation. Les inconvénients, c'est le process de build et de maintenance, c'est-à-dire que il vous faut, si vous avez 25 fichiers JS dans votre framework, il vous faut un process de build qui va faire votre concaténation, votre minification en même temps. Ça veut dire que si vous avez de la TMA qui ne passe pas par ce process, vous allez vous retrouver avec des fichiers concaténés, puis juste après des fichiers qui ne sont pas concaténés parce que ça n'a pas suivi le process. On en voit tout le temps dans les sites.
des css.min.css, puis après il y a maintenance tma.css, on le voit de temps en temps, c'est sympa. Euh, la concaténation, ça a quand même comme inconvénient que quand vous avez un fichier de, je sais pas, 500 kg de JavaScript à charger, ben, ça veut dire qu'il faut attendre d'avoir téléchargé ces 500 kg pour démarrer le parsing et l'exécution. Alors que quand vous avez des petits fichiers de 25 kg, 30 kg, ben, vous pouvez exécuter et parser ces fichiers plus rapidement. Donc c'est plutôt cool de ne pas faire de la concaténation. Et puis, autre inconvénient de la concaténation, c'est que il n'y a pas d'optimisation du cache entre les pages. C'est-à-dire que vous allez faire un bundle qui correspond, où il y a 10 fichiers JS, puis la page suivante, ben, vous avez besoin d'un fichier JS supplémentaire, vous allez le bundler un peu à la bourrin, et puis vous allez avoir un bundle 2 qui ne va pas être identique au premier bundle, et vous n'allez pas bénéficier du cache entre les pages, alors que si vous n'aviez pas concaténé, vos 10 fichiers JS qui étaient communs à la page suivante, ben, vous auriez bénéficié du cache. Bon, ben, c'est cool alors. C'est tout bien, tout bénef. Bon, il n'y a plus qu'à abandonner la concaténation. Eh ben non, il n'y a pas qu'à abandonner la concaténation parce que, en fait, on s'est rendu compte que le taux de compression sur les petits fichiers n'était pas le même que sur les grands fichiers. Et donc, on se rend compte que quand on charge plein de petits fichiers, eh ben, on n'a pas voilà, le même taux de compression. Et donc, il vaut mieux avoir il faut quand même faire de la concaténation. Voilà. Donc il faut trouver un équilibre entre le bon taux de compression pour votre bundle et comment dire, la maintenance et tous les points qu'on a vus juste avant, la gestion du cache. Alors, posez peut-être la question là pour le spriting. Parce que spriting et concaténation, c'est la même chose. Hein. Spriting, ça consiste à mettre les images les unes dans la même image, les unes à côté des autres dans la même image. C'est la même chose que la concaténation. Et là, pour moi, le spriting, c'est encore plus chiant à faire que la concaténation de JS. Et j'ai vu des sprites 1, des sprites 2, des sprites 2 new sur des sites. Et donc, du coup, on tue tout l'intérêt du spriting. Ben, comme les images sont a priori compressées, ben, on n'a pas ce problème-là. Donc, ça veut dire, vous pouvez, à mon sens, hein, ça dépend si vous avez si vous avez des sprites avec 500 icônes dedans, mais vous pouvez vous passer du spriting aujourd'hui. Il y a des améliorations possibles sur lesquelles les sachants travaillent, les gens qui savent. Donc le SDCH, alors c'est Shared Dictionary, je ne sais plus, Compression Header, un truc comme ça, il me semble. Et puis Compression Dictionary qui est un draft spécifique pour HTTP2. Et donc on voit bien quand même que ce HTTP2, il a été fait un peu vite et puis on a un peu poussé pour le sortir parce qu'on se dit ah tiens bah oui finalement c'est pas si optimal que ça et donc faut qu'on y revienne. Alors, sur le sharding et le cookieless domain. Alors, comme avantage quand même, le sharding et le cookieless domain, c'est quand on a un CDN à gérer, c'est quand même pratique de pouvoir de mettre en place ce CDN très facilement avec ce sharding et ce cookieless domain. Les inconvénients, il y en a quand même pas mal, c'est que ça ajoute des résolutions DNS. Des résolutions DNS qui peuvent avoir lieu dans le head et donc qui sont vraiment critiques, par exemple pour les fichiers CSS. Ça ajoute des nouvelles connexions TCP, TLS si vous avez un site en full HTTPS, par exemple. Ça ajoute des certificats. Si vous n'avez pas un certificat wildcard pour votre sharding. Et puis, la question que tout le monde s'est posée pendant des années, c'est combien de domaines je mets? Est-ce que j'en mets 2, j'en mets 4, j'en mets 6, j'en mets 8? Et donc, nous, on a vu à peu près toutes les réponses à cette question. Et pour la petite histoire, hein, chez Fastorize, on a développé une règle qui s'appelle unsharding, parce qu'on a croisé des gens qui avaient fait du sharding à 8 domaines. Voilà, donc ils étaient bien amusés. Le unsharding permet de corriger ça. Bon, c'est cool alors ou pas d'abandonner le sharding? Le problème, c'est qu'il faut, quand on doit abandonner le sharding, c'est qu'on doit quand même donc, mettre tout le contenu sur le même domaine principal. C'est que se pose la question du CDN. C'est-à-dire
comment on fait pour le CDN? On est obligé de mettre tout le site sur le CDN. D'accord? Donc ça rend les choses un peu plus compliquées parce qu'il faut que le CDN traite. Bon, ils savent faire aujourd'hui, mais il faut qu'il traite les objets, les pages dynamiques comme les objets statiques. Euh, donc voilà. Et alors les améliorations possibles. Donc les améliorations possibles, voilà, c'est de faire un demi-sharding. C'est-à-dire qu'on va garder les éléments critiques sur le domaine principal. Donc on va mettre les CSS et les JS non différés dont on a besoin le plus rapidement possible. Et on va les mettre sur le même domaine. Il n'y aura pas de résolution DNS, il n'y aura pas de connexion TLS supplémentaire. Et ça sera dans les premiers éléments téléchargés. En plus, ils pourront éventuellement être pushés quand ça marchera. Le reste, les images, etc., on peut les mettre sur un sous-domaine CDN qui supporte le HTTP2 et idéalement qui a le même certificat que le full site CDN. Donc, si je dois illustrer ça, j'ai un www.toto.com et un static toto.com qui partagent le même certificat, mais dans les deux cas, j'ai bien du HTTP2. Alors sur le critical inlining et tout ce qui est technique de preload, alors les avantages c'est que c'est super efficace. Les inconvénients c'est que c'est compliqué. Voilà. Donc il faut un process de build pour détecter quels sont les CSS qu'il faut extraire extraire la partie critique. Il faut gérer des versions différentes suivant le device, suivant le contenu qui est above the fold. Donc ça vaut pour le inlining. Et puis pour la partie preload, c'est pas supporté par tous les navigateurs. Donc il y en a qui supportent le preconnect, le preload, le prefetch, etc. Donc c'est pas complètement trivial. Globalement, pour les deux, c'est que c'est des choses qu'on voit assez rarement parce que c'est très complexe à mettre en œuvre. Donc c'est cool. C'est cool parce que le serveur push finalement il va régler tout ça. Alors le serveur push, en fait il règle pas tout ça parce que c'est compliqué. C'est compliqué parce que finalement il faut bien se rendre compte que la RFC elle date de mai 2015. D'accord? Donc il faut un peu de temps pour les équipes qui développent les navigateurs et les serveurs d'absorber cette RFC et se mettre d'accord. Donc aujourd'hui, il y a peu de serveurs grand public, et notamment il n'y a pas Nginx qui fait du serveur push. Donc c'est un peu embêtant quand vous avez votre stack qui est tout sur Nginx et vous ne gérez pas le serveur push. Donc il y a des nouveaux serveurs qui sont apparus, il y a H2O, NG, HTTP2 qui font du serveur push. Il y a un problème sur le cache, c'est-à-dire que le serveur push, si vous avez votre objet en cache et que vous pushez l'objet, vous allez tuer, entre guillemets, vous allez occuper la bande passante pour rien et vous allez être moins performant. Donc alors il y a des techniques, hein. Par exemple H2O, il met un cookie. Qui s'appelle, parce qu'il y a un système qui s'appelle Casper, Cache Aware Server Push, où il essaye de détecter, est-ce que avant de pusher le contenu, il essaye de détecter si l'utilisateur l'a en cache. Alors après, il y a des techniques de hash, etc., pour savoir si c'est en cache. Il faut faire attention à la bande passante disponible, puisque si vous pushez alors qu'une ressource qui n'est pas utile au chargement, au rendu de la page, vous allez gaspiller de la bande passante pour le HTML et le CSS qui, eux, sont essentiels au rendu de la page. Et puis, il faut faire attention à l'ordre parce que si vous pushez des choses qui sont dépendantes, il y a des dépendances dans ce que vous pushez, dans les JS par exemple, qui vont charger d'autres choses, eh bien, vous risquez de dégrader les performances. Alors, il y a plein de choses pour améliorer le serveur push. Donc, alors, tout ça pour dire que il n'y a pas énormément de monde qui fait du serveur push correctement, hein. Donc ça reste quand même très limité. Alors il y a des choses pour améliorer le serveur push. Il y a pourquoi j'ai pas comment ça s'appelle, l'utilisation du serveur push, elle est assez, comment dire,
assez utile dans le cas où on a un CDN, et où le CDN est capable de pusher le contenu de la page avant que le serveur réponde à l'origine. Donc si on sait que cette page-là, elle va retourner à l'origine et que je vais avoir au moins 100 ou 150 millisecondes d'aller-retour, je suis capable d'envoyer quelques éléments avant. Le deuxième moyen de faire du push correctement, c'est d'être sûr qu'on ne va pas gaspiller la bande passante et d'envoyer tous les éléments dont la page aura besoin après, pendant que le serveur réfléchit. Si vous avez, je ne sais pas, une base de données qui met du temps, un moteur de recherche qui met du temps à répondre, ben pendant ce temps-là, vous pouvez envoyer des assets sans trop prendre de risques. Donc on voit que ce qui était censé résoudre le HTTP2, eh bien finalement c'est pas la panacée. Et le pire, c'est que ça amène de nouveaux problèmes. Donc on a mis en place quelque chose de nouveau en disant ça va résoudre les anciens problèmes, puis finalement ça en introduit de nouveaux. Alors je vais essayer d'aller vite parce que je prends un peu trop de temps. Ouais, ouais, je sais, et encore. Ils sont intéressés, ok, t'as entendu? C'est bon? Oh merde. Ok, non mais j'ai bientôt fini. Alors, TCP Head of Line Blocking. Alors, TCP Head of Line Blocking, on a aujourd'hui dans HTTP2 qu'une seule connexion TCP. Donc, il suffit qu'il y ait un problème avec cette connexion TCP et paf, on bloque tout. Et ce qu'il n'y avait pas en HTTP 1.1, et on avait du HTTP Head of Line Blocking, mais on pouvait avoir 6 connexions en parallèle, donc on pouvait gérer, c'était moins voyant. Et donc ça se traduit notamment dans les réseaux mobiles où il y a des pertes de paquets. Il n'en faut pas beaucoup, hein, avec 2% de pertes de paquets. Donc on voit que les perfs en HTTP2 eh ben, sont moins bonnes globalement que les perfs en HTTP 1.1. Donc ça a un vrai impact et bah, il faut trouver des moyens de contournement. Alors les moyens de contournement, c'est il faut que les serveurs réfléchissent, revoient leur implémentation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils envoient comme des bourrins dans le buffer TCP en disant bon, ok, advienne que pourra. Il faut qu'ils puissent avoir l'information que ben, on ne peut pas tout envoyer encore parce que c'est bloqué. Et puis il y a d'autres pistes qui pourraient être Quick. Mais là aussi, Quick, je connais qu'un seul acteur qui le fait, c'est Google, puisque c'est eux qui l'ont inventé. Et c'est pas complètement trivial. Gestion, on a parlé de priorisation des streams à un moment donné. Et en fait, bah, là aussi, c'est pas complètement trivial. C'est-à-dire que ça dépend de l'implémentation des navigateurs. Donc il y a des navigateurs qui implémentent, donc Firefox, qui implémentent la priorisation comme ça, donc avec des CSS qui sont plus prioritaires que les images, par exemple. Et puis, à un moment donné, alors je crois que ça a changé, mais à un moment donné, Chrome mettait la même priorité à tout le monde, à tous les streams. Et du coup, bah, c'est comme s'il n'y avait pas de priorité, donc ça n'a aucun intérêt. Et ça, on le voit bien. Alors, ça a changé parce que, c'est ce que je veux vous montrer. Voilà. Alors là, c'est une page en HTTP2 qui est chargée. Donc voilà, et on voit un screen CSS et un print CSS. Donc c'est un Firefox et on voit une priorité de 32. Donc pour le print CSS qui a priori ne doit pas servir au moment du chargement de la page, donc c'est un peu idiot. Oui. Ah, si je vous. Ok. Comme ça, je crois que ça marche. Waouh. Voilà. Voilà, on voit là. C'est bon. Donc on voit bien priorité 32, pareil pour le screen et le print, et puis lui il doit en avoir une 32 aussi, et le GIF j'espère 22, voilà, 22. Et puis si on regarde ce que fait Chrome, ben lui pour le coup il est un poil plus malin aujourd'hui, hein, parce qu'avant il n'était pas plus malin que les autres. Il est un poil plus malin parce qu'il dit screen CSS qui a priori media screen ça va servir tout de suite, il met un poids de 256.
Et puis on retrouve le print CSS bien plus loin, enfin bien plus loin, un peu plus loin dans le waterfall. Il a deviné que le media print, ben, il avait un peu moins de priorité. Donc tout ça pour dire que ça dépend vraiment de l'implémentation des navigateurs et des serveurs qui sont en face pour que ça fonctionne correctement. Alors on revient à ça. Et puis, dernière chose, ben, HTTP2 veut dire HTTPS. Et alors, en développement, ça fonctionne, hein, du HTTP2 sans HTTPS. Mais a priori, pourquoi j'ai pas le contenu là? Ok. Ok. Ouais, j'ai pas ce que je devrais avoir. Mais attends. Ouais, c'est mieux. Voilà. Optimisation TLS. Donc la couche TLS, elle est donc tous les sites vont être en HTTPS d'ici peu, il n'y a pas de débat. Donc ça demande un travail supplémentaire. Un travail qui est en plus pas du même niveau que concaténer les CSS, hein. Ça veut dire que c'est entre guillemets d'autres personnes, d'autres compétences pour faire cette optimisation, mais on est obligé de passer à travers ces optimisations, sinon on est pénalisé ça peut aller de 500 millisecondes à 1 seconde selon la latence qu'il y a dans les réseaux. Donc il y a plusieurs techniques d'optimisation, je ne vais pas toutes les présenter, mais en gros l'idée c'est euh, de réduire le temps de connexion, les allers-retours avant qu'on puisse échanger de la vraie data, avant que le get HTTP puisse partir. Euh, donc il y a une technique qui s'appelle TLS Fall Start. On est capable de faire du session resume, donc on est capable de se souvenir que le client est déjà venu, a déjà établi une connexion TLS, et donc on va utiliser un cache de session TLS ou bien des tickets. On fait de l'OCSP stapling, donc c'est un système qui permet Online Certification, je ne sais plus quoi, protocole. Et l'idée, c'est de vérifier que le certificat que le serveur nous présente n'a pas été, pas expiré, mais n'a pas été révoqué. Et donc, en temps normal, si on ne fait pas attention, c'est le navigateur web qui va faire cette requête au serveur OCSP. Et donc, on peut le voir des fois dans des web page tests, hein, dans des waterfalls. Et s'il fait cette requête sur un réseau qui n'a pas beaucoup de latence, eh ben, on va encore pénaliser les perfs. Et donc, l'idée du OCSP stapling, c'est d'avoir un mécanisme sur le serveur web qui va vérifier, lui, la révocation du certificat et qui va envoyer au navigateur web quelque chose, un fingerprint qui dit OK, tu peux me croire, le certificat n'a pas été révoqué. Et puis il y a d'autres technos qui permettent d'améliorer encore plus les perfs et de réduire encore plus enfin, de réduire le nombre d'allers-retours avant de pouvoir faire un get. Donc notamment sur TLS 1.3, dans certains cas, on est capable de faire du 0 RTT. Round trip time, hein, pas ce qu'on connaît en France. Conclusion. Allez, toujours d'actualité. Toujours d'actualité, bah, toutes les règles que vous connaissez, quoi, la compression, le gzip, les images, la minification, le cache, les CDN, mettre les CSS dans le bon ordre, différer vos JS, faire du lazy loading, du inlining, etc. Du pré-connect, du preload quand c'est facile à faire, quand on connaît comment dire, les noms de domaines qui vont être téléchargés. À mettre en place du progressive web app, hein, voire offline web app, voilà. Asynchrone, donc le plus asynchrone possible pour mettre le contenu le plus rapidement possible à disposition de l'internaute et puis différer ce dont on n'a pas besoin et qui est nécessaire juste à l'interaction. Le moins de requêtes DNS possible, parce qu'en mobile ça coûte, en fonction du contexte. Donc est-ce que je dois charger une image bien sûr optimisée, mais optimisée pour mon navigateur mobile ou pour ma connexion en Edge ou pour mon desktop. Voilà. Donc je dois faire en fonction du contexte. Et puis à cela s'ajoute un budget WebPerf. Donc il faut bien mesurer bien sûr. Et puis c'est pas fini puisqu'il faut bien sûr faire les optimisations TLS dont on vient de parler. Voilà, ouais, c'est un peu de boulot. Et à évaluer, pardon, vérifier qu'on peut supprimer le sharding.
vérifier qu'on peut supprimer la concaténation, et puis faire des tests pour le serveur push quand il y aura un serveur qui fera du push correctement, et puis toutes ces technos. Ce que ça veut dire, c'est que globalement, HTTP2 n'est pas la silver bullet et que vous devez faire des tests et vous devez mesurer pour vérifier que ce qu'on vous a dit, allez supprimer toute la concaténation, ben, c'est vrai ou c'est faux. Voilà, est-ce que vous avez des questions?